Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma. Je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Bonjour Justine, comment vas-tu? Salut Lauriane, je vais bien et toi? Je vais bien aussi, merci. Il fait beau, il y a des averses entre deux, mais sinon du soleil, donc je suis contente. Je suis aussi contente de pouvoir avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Donc c'est pas la première fois que tu viens sur mon podcast. On avait fait plutôt un épisode autour de ton expertise, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'avoir de nouveau une conversation avec toi à cœur ouvert sur le podcast. Donc pour recontextualiser un petit peu, moi, entre le mois de décembre 2024 et la fin du mois de mai 2025, j'étais en CDD dans une mutuelle et je faisais un job qui n'avait absolument rien à voir avec la communication digitale, les newsletters, le marketing par email, stratégie de contenu, rien du tout. Et c'était un job pour lequel, par rapport à mon parcours académique, j'étais surqualifiée également. Mais voilà, c'était une étape qui a été nécessaire pour moi dans mon parcours. Et quand je ressentais pas mal d'émotions et de sentiments contradictoires pendant cette période. À ce moment-là, je vois Justine, qui partage son ressenti, ses difficultés, ses challenges, comment elle le vit. Et là, je me dis, waouh, ben, t'en parles. Moi, ça me fait du bien parce que je vis ça. Et en même temps, ça m'interroge en me disant, mais voilà. Déjà, est-ce que reprendre un taf salarié quand on est indépendant, c'est un échec? C'est ça un peu la grosse question. Et aussi, ça on le déroulera dans notre échange, c'est finalement partager ça dans notre contenu. Est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous dessert en termes de personal branding, en termes de légitimité, d'expertise quand on est face à nos prospects et nos clients? Voilà un petit peu. Est-ce qu'on a 4 heures pour faire une dissertation sur ces sujets-là? Alors, raconte-nous, donne-nous un petit peu de tes nouvelles, Justine, raconte-nous un petit peu ce qui t'est arrivé récemment. Oui. Alors en effet, si mon contenu t'a parlé, c'est parce que ce que tu étais en train de traverser, moi j'étais en train d'en sortir. Il y a tout juste 1 an, et tu sais, ce matin, j'ai pensé parce que justement, je savais qu'on allait se voir et qu'on allait parler de ça. Mais il y a 1 an, j'étais chez Indie en fait. J'avais rejoint cette entreprise qui est une application comptable pour les entreprises, alors entreprises individuelles, mais aussi sociétés, pour faciliter la gestion comptable et administrative de l'entrepreneur. Et en fait, j'avais postulé en juillet 2024 à une offre de Customer Care spécialiste parce qu'il fallait à tout prix que je sorte de ma boîte. Je traversais j'étais écœurée en fait, voilà, j'étais écœurée de ce qu'il se passait dans mon entreprise, j'étais écœurée du marché, enfin de cet entrepreneuriat, des obligations, des contraintes. J'étais complètement
Alors quand je dis écœurée, c'est j'en pouvais plus quoi. C'était une gastro à rallonge de trucs, tu vois. C'était j'en pouvais plus. J'étais fatiguée et clairement, je n'avais le matin, je me levais, j'étais là genre, je vais encore passer une journée de merde, tu vois. Et au bout d'un moment, je me dis non, en fait, il faut que je sorte de ça. Il faut que j'arrête de travailler dans mon entreprise. Il faut que j'arrête d'être seule à tout porter. Et il faut surtout que j'arrête de compter sur ma société pour me rémunérer. Parce que je venais de traverser un impayé entre 25 et 30 k, ce qui était absolument énorme. Il avait fallu que j'injecte de l'argent personnel pour payer les personnes qui collaboraient avec moi, parce que j'avais des personnes qui collaboraient avec moi dans l'entreprise, mais aussi dans mon programme MOVA. Et donc, c'était plein de bouches à nourrir en plus de la mienne. Donc, au fur et à mesure, les contrats avec mes prestataires se sont terminés. Mais moi, mon contrat avec ma société était toujours bien là. Hein, et à un moment donné, il faut quand même que je continue de me rémunérer. Et en fait, c'était dans la souffrance parce que cet impayé-là avait vraiment noyé, troué ma trésorerie, que j'injectais de l'argent personnel. Donc, mon argent à moi devait aller dans ce monstre qui était ma boîte. Et je subissais tout ça, quoi. Et j'en avais vraiment, vraiment trop marre. Et donc, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que pour sauver ma peau et potentiellement peut-être donner une seconde chance à mon entrepreneuriat, il faut que je sorte de ça. Je voulais fermer ma société parce qu'une société, ça a certains coûts. On a des obligations administratives et comptables qui sont coûteuses, mais aussi anxiogènes, énergivores. Et donc, en fait, j'en pouvais plus. Et donc, pour moi, l'objectif, c'était, OK, je prends un job, je sors de ma boîte et je ferme ma société et on verra en 2025, pardon, ce qu'il se passe. Et donc, tu vois, là, il y a un an, à cette heure-là, j'étais sur mon poste, quoi. Et donc c'était archi compliqué surtout entre le moment où il a fallu que je prenne mon job. Autant le moment où j'ai candidaté, pour moi c'était ok, c'était cette entreprise-là, j'ai postulé qu'à cette entreprise-là. C'était soit c'est ce job, soit c'est rien du tout et je continue. Parce que ça me permettait tout de même de rester auprès des personnes que j'aime accompagner, les entrepreneurs, et tout de même les aider, leur simplifier la vie d'un point de vue, dans ces cas-là, comptable. Alors beaucoup de care, beaucoup d'accompagnement, et puis donc du coup ça, le sujet en fait, en tout cas le poste correspondait à ce que j'aime faire de base. Voilà, et donc comme tu disais, on est soumis à énormément d'émotions, celle de l'échec. Moi, j'ai pas arrêté de me remémorer le film de qu'est-ce que j'ai loupé, quoi. Qu'est-ce que j'ai loupé pour en Mmh. arriver là? Qu'est-ce que j'ai mal fait pour en arriver là? C'était ça justement, tu vois, ma question suivante, c'était finalement, quelle est ta vision de l'échec? Parce que si on remonte dans tout ce que tu viens de nous dire là, l'élément déclencheur, perturbateur dans l'histoire, c'est l'impayé qui est énorme. Et après, ça, ce que ça entraîne, c'est de la souffrance, on peut le dire, parce que ça pesait sur toi et ça conditionnait absolument tout ce qu'il y avait derrière. T'étais un peu dans l'urgence, t'étais dans le stress, t'étais anxiogène et tu as vu en fait le salariat comme une solution pour revenir à au moins une sérénité, quitter tout ce stress là qui t'accablait juste avant. Oui, est-ce que, parce que tu as dit que tu vivais comme un échec, mais est-ce que c'est un échec? Qu'est-ce qu'un échec, finalement? Quelle est ta vision de l'échec? Parce que on dit oui, mais je n'échoue jamais, j'apprends, voilà. Est-ce que c'est pas un peu galvaudé tout ça? Voilà, je voudrais un peu ton avis et ta vision autour de tout ça. Tu vois, aujourd'hui, je peux te dire que mon échec, il a été dans cette collaboration. Et c'est parce que j'ai fait cette collaboration-là et que je suis restée dans cette collaboration-là jusqu'à ce que ce soit le drame. Là est mon échec. Parce que ça a été, comme tu l'as dit, l'élément déclencheur. Été 2024, pour moi, l'échec, c'était mon entreprise ne me permet pas de vivre
et ce que je fais n'est pas suffisant pour pouvoir continuer d'entreprendre. Parce que alors ça m'avait déclenché des problèmes de santé, j'avais le dos bloqué, je faisais un max de ventes. Franchement, mon chiffre d'affaires, il était toujours bon, hein. Il n'y avait pas un mois où je vendais pas. J'étais entre 8 000 et 12 000 cas mensuels, ce qui est excellent. Mais c'était pas suffisant. C'était pas du tout suffisant par rapport à l'impayé, par rapport aux charges que j'avais dans mon business à ce moment-là, et sans trésorerie. Et donc la trésorerie, c'est quand même l'oxygène d'une entreprise. T'en as pas, tu étouffes, et tu es anxiogène. Enfin, tu t'es anxieuse, tu t'as pas le lendemain, tu vois. Et moi, toutes mes actions, tu vois, je faisais mon mois pour le mois, et j'arrivais pas à aller plus loin parce que ce que je faisais n'était pas suffisant. Et en même temps, c'était déjà énorme dans les conditions dans lesquelles j'exerçais toujours. Et au fur et à mesure, je ne voulais plus vendre mes offres, je ne voulais plus vendre du tout, même parce que tout était en forcing et que le moteur n'était pas je vais accompagner de nouvelles personnes, c'était il me faut du cash maintenant, tout de suite. Ce qui, pour moi, était absolument totalement désaligné avec ma façon de faire les choses et ma façon d'entreprendre. Et donc, là, pour moi, l'échec était dans la collaboration. L'été dernier, c'était je ne suis plus suffisante et mon entreprise ne me permet pas de vivre ma vie. Je considérais ça comme un échec d'être, entre guillemets, obligée d'aller voir ailleurs l'herbe plus verte pour avoir un peu d'air. Aujourd'hui, l'échec aurait été d'être restée dans la situation dans laquelle j'étais. C'est-à-dire forcer encore le truc. Me dire non, non, je vais y arriver. Non, je bloque, je continue, j'y vais en force. Je pense que l'échec aurait été de rester là où j'étais et de pas avoir pris cette décision-là de faut que je sorte. Mhm. Parce qu'en fait, on a un peu cette pression-là de se dire, bon, l'entrepreneuriat, c'est difficile, il y a des hauts et des bas, c'est normal, tout le monde traverse les hauts et des bas, mais la réalité, c'est jusqu'à quel point, en fait, finalement. Quel est le moment où on se dit, là, mon bas est beaucoup trop bas et il faut vraiment prendre une décision radicale et qui est salvatrice aussi. Ouais, mais ça, tu le sais pas tout de suite que c'est salvateur. Mhm, mhm, mhm. Tu le sais après. Mais c'est justement parce que tu as pris la décision d'arrêter quelque chose, tu vois. Euh, le fait d'arrêter, et comme tu dis, en fait, c'est difficile de dire, dès lors qu'on atteint ce niveau-là, il faut arrêter. Parce que c'est propre à chacun. C'est son propre rapport à l'échec, son rapport à la difficulté, son niveau de souffrance. Moi aussi, je me suis dit, mais si je lâche, peut-être que ça y est, c'est terminé. Pour moi, mon heure a tourné, tu vois. J'ai plus d'entreprise, je peux plus entreprendre. Euh, J'avais jamais connu de grandes difficultés à entreprendre. Dès le départ, mon activité, elle a décollé. Dès le premier mois, j'ai pu me rémunérer en 2018. Je veux pas dire que ma route a été facile, parce que non, j'ai eu des points plus compliqués. J'avais rencontré des difficultés, mais jamais à cette ampleur-là. Euh, Et donc, effectivement, je me dis, mais là, peut-être que c'est encore un obstacle qui va me servir de leçon et qu'il faut que je traverse ça et que je continue de me foutre dans le dos. Ou est-ce que non, là, en fait, c'est trop. Je ne veux pas subir ça. Je choisis une autre voie et advienne que pourra. Et donc, j'ai plutôt décidé d'arrêter de souffrir, même si, effectivement, d'avoir été en poste a déclenché d'autres souffrances. Euh, j'ai pas traversé un long fleuve tranquille en étant en poste. Euh, Parce que du coup, ça a déclenché, ou en tout cas un peu plus mis en avant ma maladie de la thyroïde, en fait, parce que j'ai eu le diagnostic là en début d'année. Mais tu vois, au mois d'octobre de l'année dernière, j'étais sous une pression énormissime et je commençais à avoir beaucoup de symptômes qui, moi, j'avais mis sous le... Tu vois, je perdais mes cheveux, j'avais des plaques dans le dos, euh, j'étais constamment nerveuse, je tremblais au niveau de mon corps, mes mains, tu vois, comme si j'étais vraiment sous pression. J'ai fait des malaises en pleine journée, j'avais des difficultés à dormir, et donc pour moi c'est le trop plein, c'est le contre-coup. Il faut que j'arrive à relâcher petit à petit la pression de ce que j'ai traversé et ça ira mieux. Sauf qu'en fait, ça a continué de s'amplifier parce que mon job était quand même quelque chose de très dense.
Je tenais énormément de conversations avec des entrepreneurs, des conversations comptables, donc tu dis pas de bêtises. Un temps de réponse et fallait avoir un nombre minimum de conversations. J'étais à 150 conversations semaine, fallait répondre les premiers messages en moins de 2 minutes. Et tac, 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 tac. Enfin, tu vois, c'était quand même très, très sport. Et au Oui. départ, ça m'a challengé et ensuite, ça m'a remis dans cette tourmente et torpeur de performance, de réflexion, de jus de cerveau. Et donc, moi qui voulais retrouver de l'air, j'ai pas trouvé de l'air, justement. Au contraire, je me suis encore plus enfermée dans cette pression-là, dans mon rapport à l'échec, puisque pour moi, c'était impossible de pas pouvoir tenir les perfs qui étaient demandés. Et en plus, c'était à cause du fait d'avoir ces actions qui, pour moi, étaient pas suffisantes dans mon entreprise, j'avais augmenté le curseur de la perfection. C'est-à-dire que ce qui m'est demandé n'est pas de toute façon pas assez. Donc il faut que je fasse plus. J'étais vraiment rentrée dans un truc, un schéma, enfin, je vais te dire destructeur, hein, mais vraiment hyper nocif pour ma santé physique et psychologique. Et donc j'ai fait des malaises en pleine journée. Et en fait, il a fallu que je prenne mes congés payés en décembre dernier pour qu'en fait mon monde s'effondre. D'avoir lâché, j'ai tout lâché. Et là, ça a été je me suis dit, mais c'est quoi? C'est une dépression? C'est un burn-out? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'ai rapidement pu parler à mon manager, j'ai rapidement pu lui faire part de mon mal-être et de mes questionnements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait? Pourquoi je suis comme ça? Et encore une fois, je me disais, mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que j'ai raté? Tu vois, je cherchais encore ce truc. Qu'est-ce que j'ai raté pour être comme ça aujourd'hui? Et après, donc, j'ai fait un bilan sanguin et on m'a diagnostiqué une hyperthyroïdie, une maladie auto-immune. Et surtout, là où ça a été vraiment alarmant, c'est qu'en fait, je commençais à déclencher des problèmes au cœur, pardon, parce que l'hyperthyroïdie influe une certaine tachycardie et j'ai eu un traitement pour le cœur pour faire baisser ma tachycardie et c'était ça qui me déclenchait des tremblements. Et donc là, j'étais en arrêt. Mon médecin, il a dit là, on blague pas. Il n'est plus question de stress, il n'est plus question d'insomnie, il est question de ton cœur, en fait. Donc là, Mhm. stop. On fait une pause. Donc tout ça, ça a déclenché ce que jamais j'aurais pu imaginer. Et même si j'étais sortie de ma boîte, peut-être que je suis sortie un peu trop tard, tu vois. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette un stop dès que j'ai commencé à avoir le dos bloqué. Donc j'ai envie de te dire Mm. mars, avril En même temps, tu pouvais 2024. pas savoir Non. tout ce qui allait suivre. Mais en fait, est-ce que, par rapport à ce que les médecins t'ont dit, est-ce que c'est l'accumulation de tout ça qui t'a rendu malade? Ou bien est-ce que c'est, en fait, c'est une maladie que tu avais déjà et donc quand les symptômes ont commencé à se exprimer, en fait, ça a permis de diagnostiquer la maladie. Alors c'est un terrain génétique. Dans ma famille, il y a des problèmes de thyroïde, mais hypo. Donc l'inverse de ce que moi j'ai, puisque moi je suis en hyper. Et ça s'est déclenché alors ça se déclenche généralement suite à un choc émotionnel. Et en fait, si tu veux, quand il y a eu le choc de l'impayé, mon dos s'est bloqué. Mais ça m'a pas empêché de travailler. Je travaillais à manger, je travaillais debout, tu vois. Enfin voilà, et en fait, si tu veux, je pense que mon hyperthyroïdie s'est déclenchée parce que je m'étais mise en mode survie, que quoi qu'il arrive, dos bloqué ou pas, il fallait avancer. Et donc ça m'a mis dans un mood de OK, on y va, parce que de l'hyperthyroïdie, c'est de l'hyperactivité nocive, too much, tu vois. J'étais incapable de rester sur place. Hein. Je me levais très tôt, je me couchais très tard. Tout était dense, tout était millimétré, tout était tac, 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 vraiment un truc archi sous pression. Donc l'hyperthyroïdie s'est réveillée en fait suite à ce choc émotionnel là, parce que j'ai pas écouté le premier signal qui a été dos bloqué. Arrête-toi, Justine, tu vois. D'accord. Donc là, c'est un peu, c'est plus que de la somatisation parce qu'il y a une vraie maladie qui est derrière, mais euh, c'est vrai que quand on est sujet au stress, à l'anxiété, etc., systématiquement, on va avoir des répercussions sur notre physique. Ça dépend si on l'écoute ou pas, mais il va y avoir des choses que nos
voilà, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, que notre corps va nous dire. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire si ça a un lien ou pas, mais en fait, je fais de l'urticaire chronique. Et la première fois, le premier jour où je l'ai eu, c'était en 2021. Et c'était le jour où j'ai lancé la commande, les précommandes des t-shirts en fait, j'avais créé une collection capsule d'objets inspirés de l'univers du podcast. Et j'avais en amont beaucoup travaillé à sa création. J'avais travaillé avec une illustratrice, j'avais fait une séance photo. Enfin bref, j'avais vraiment fait beaucoup de travail autour. Et je venais à peine de me lancer dans l'entrepreneuriat quelques mois avant. Donc c'était mon premier gros lancement, on va dire, grosse opération. Et c'est seulement après, bien après, quand je parcourais la galerie photo de mon téléphone et tout, que je vois ça, que le premier jour j'ai eu l'urticaire sur le visage. C'était le jour où j'ai lancé les précommandes. Et par la suite, j'ai vu généraliste, allergologue, on a fait les tests, prise de sang, tout ce que tu veux. Et en fait, en termes d'allergie, on n'a pas trouvé quelque chose, on n'a rien trouvé, qui dit, ah tiens, c'est ça, t'es allergique, tu vois. Et jusqu'à présent, j'avais eu plus ou moins des allergies respiratoires, mais sur ma peau comme ça, l'urticaire, c'est violent. Et c'était la première fois, donc je peux pas dire en fait avec certitude qu'il y a un lien, mais il se trouve que c'était dans la même période, alors peut-être. Et c'est un rappel important aussi finalement de se dire qu'est-ce qui est le plus important entre la santé et le business, quoi. C'est Mais ça. c'est dans les deux sens parce que quand tu dis que quand t'as été dans ton salariat, t'as pas eu non plus un déroulé tapis rouge, un fleuve tranquille, etc. Mais c'est aussi parce que tu venais pas de zéro. Tu venais déjà en ayant accumulé énormément de choses juste avant. Ça plus la pression qui t'a été mise par rapport au rythme, la productivité, etc. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, le job que j'ai eu, c'était clairement un job que j'ai choisi aussi que ce soit un truc où j'ai pas à réfléchir, en fait. Sachant que c'était pas du tout épanouissant, mais je cherchais un repos dans ma tête parce que j'ai mon fils qui est en situation de handicap avec tout ce qu'il y a autour, parce que je venais de passer plusieurs mois à essayer de faire du chiffre d'affaires qui était trop aléatoire à ce moment-là, trop volatile, trop aléatoire pour que je puisse me reposer dessus. Et donc, j'étais épuisée de ça. J'étais épuisée de tout, en fait. Et j'ai fui dans ce job-là pour me vider la tête, en fait. Et ça a été réussi. Au début, ça m'allait très bien. Et à la fin, vraiment, je m'ennuyais. Et j'avais vraiment hâte d'en finir, d'en sortir. Et là, tu sais, j'ai aussi ressenti la violence sur mon corps parce que j'avais passé 5 ans sans employeur et j'étais totalement libre dans mon emploi du temps. Et là, je me retrouve avec des horaires, avec des permanences téléphoniques, avec devoir demander et justifier les absences, les machins. Et ça m'a fait du mal. Non, non, mais je comprends tout Surtout au à fait. début. Et Ouais. tu vois, il y a un truc, on peut juste penser que ce que l'entrepreneur craint et ce qu'il pourrait considérer comme un échec. Alors la crainte, c'est de se surmener et d'arriver tout droit au burn-out. L'échec, c'est de devoir prendre un job et donc d'être soumis au regard des autres qui vont dire ah, encore une boîte qui marche pas. Alors qu'en réalité, c'est juste des problèmes de surface en soi. Ce qui est le plus intéressant et le plus important, selon moi, c'est que évidemment que tu n'ailles pas toi-même dans un burn-out, mais en fait, il n'y a pas que le burn-out, tu le vois bien, toi, tu as eu des crises d'urticaire. Moi, ça a mené à une tachycardie de l'extrême, une hyperthyroïdie, maladie auto-immune.
Euh, Ça peut mener à plein de choses et des maladies bien plus graves aussi que un simple entre guillemets surmenage, tu vois. On ne craint pas que ça. Et l'échec qui pourrait être vu comme un échec démoldu de devoir reprendre un job n'en est pas un, puisque, et ça j'en suis persuadée, mais parce que on est un an après, le seul véritable échec aurait été de rester à l'endroit où est-ce qu'on était et de continuer cette, ce cercle infernal, cette journée sans Mhm. fin Mhm. de, de bataille que l'on doit mener de front tous les jours. Parce que si jamais on arrête, on va nous pointer du doigt et on va dire que notre boîte va mal. Et ça, Mhm. c'est pas une échelle en fait. Cette échelle-là n'est pas la Mhm. bonne. Si jamais on continue parce que on craint le regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser de nous en tant qu'entrepreneurs et de la, Mhm. je sais pas, stabilité, fiabilité, Mhm. pérennisation de son entreprise, c'est pas un vrai, c'est pas avec ça qu'on doit mesurer en fait son Oui. entreprise et c'est pas ça qui est motivant pour entreprendre. Si on le fait par rapport au regard des autres, ça n'a pas de sens. Et c'était ça un petit peu aussi mon point suivant, ma question suivante. C'était autour de, tu vois, de l'authenticité. Moi, je prône ça, en fait, dans la communication en général. Et je le fais beaucoup, surtout, pardon, dans ma newsletter. Parce que, voilà, je trouve que c'est un canal intimiste qui s'y prête bien. Et, qu'est-ce que toi, tu penses de, euh, justement, face aux clients, quand j'arrive et, je dis, bah, j'ai, j'ai ma boîte et il se trouve que j'ai été salariée pendant 6 mois, un an, l'année dernière, etc. Et j'ai éprouvé des difficultés, j'ai vécu des difficultés. Est-ce que ça se dit et qu'est-ce que ça dit de nous d'en parler? Et finalement, est-ce qu'on a raison de penser que les gens vont se dire, bah non, moi je vais pas travailler avec elle en fait parce que si elle était si forte que ça, entre griffes, on ne voit pas forcément si on écoute sur le podcast, mais voilà. Est-ce que si elle était si forte que ça, vous voyez, entre guillemets, euh, elle se serait pas retrouvée dans cette situation et donc je vais pas travailler avec elle. Je sais pas si tu vois où je veux en venir et qu'est-ce que tu penses de ça en fait. Euh, En réalité, tu peux être la meilleure experte du monde, c'est pas ça qui, disons que c'est juste un des points pour ton entreprise. Ton entreprise tourne ou ne tourne pas à cause, grâce, différents facteurs que tu maîtrises et que tu ne maîtrises pas. Donc tu peux être la meilleure rédactrice web, la meilleure copywriter, la meilleure coach ou je sais pas quoi. Euh, c'est pas ça qui te garantit d'avoir des clients. Il y a d'autres compétences, il y a d'autres métiers à prendre en compte et il y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas, le marché, les impayés, les clients, comment est perçue ton offre, le budget. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, ça ne dit pas de toi que tu es une bonne ou une mauvaise experte en réalité, euh, que tu sois la meilleure ou pas. Et donc, si tu prends un taf, tout ce que ça dit de toi, c'est que tu as pris un travail, ni plus ni moins. Ça ne fait pas de toi une mauvaise entrepreneuse, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, et ça ne remet même pas en cause ton expertise. Même si, et je le sais très bien, toi, c'est ce que tu vas penser. En prenant un job, enfin, moi, tu vois, quand j'ai commencé à me dire, je vais prendre un job, j'en peux plus, parce que moi, mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs à développer leur business, à se sentir bien dans leur entreprise. Qui suis-je moi pour prendre un job parce que je me sens mal dans ma boîte? Comment je vais faire pour accompagner des gens à développer leur business en se sentant bien, à traverser les phases de creux, ou à lancer des podcasts qui vont les permettre de pouvoir communiquer, etc., alors que j'arrivais même plus à mettre derrière le mien. Mais ça disait pas de moi que j'étais nulle. C'était moi Mhm. qui Mhm. pensais que c'était plus bon pour moi de le faire parce que j'étais plus la bonne personne pour les gens. Alors que peut-être que non, peut-être que j'étais toujours la bonne personne. Ouais, c'est intéressant, ça fait réfléchir et comme je disais en fait, quand t'es dedans et que tu entends des personnes
en parler, témoigner, etc., ça t'aide à prendre la distance, du recul, à relativiser. Pas longtemps avant, il y avait aussi eu un épisode de Aline dans son podcast Je peux pas, j'ai business, où elle avait organisé une table ronde en fait entre différents entrepreneurs Mhm. sur justement ce sujet-là. Je me suis dit, ah, voilà, ça c'est ce qu'il me faut, j'écoute. Et en fait, ça me permet de relativiser, ça me permet de mettre ma propre situation en perspective. Et moi, finalement, d'avoir été salariée pendant un moment, ça m'aura aussi permis de prendre du recul par rapport à ce que je proposais en freelance et voilà, faire le point aussi sur qui allait, ce qui n'allait pas et ce que je ne veux plus. Quand on a la tête dans le guidon, on prend pas forcément le temps de se poser, surtout quand on fait des prestations beaucoup en one shot en fait. En tout cas, je parle notamment pour moi. On est beaucoup, on avance, on est déjà en train de penser au mois suivant, la recherche de clients, etc. Et on n'a pas le temps de s'arrêter en fait. On n'a pas le temps de s'arrêter. On doit continuer. Il y a les charges, il y a les machins, il y a les trucs. Donc finalement, ça peut permettre, ça peut permettre ça aussi. Mine de rien, on s'en rend pas forcément compte sur le coup, mais voilà. Mhm. Complètement. Ouais. Je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais en gros, voilà. Et on a parlé un petit peu de tout ce que je voulais qu'on 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 voit ensemble, un peu cette importance de se prioriser, de sa santé, de sa stabilité, surtout quand on a éventuellement des personnes qui dépendent financièrement de nous. euh, Notre famille, etc. Il y a un point qu'on n'a pas Euh, beaucoup abordé, on mhm, a juste survolé, c'est mhm, donc là, c'est dans le cadre où, par exemple, voilà, tu as un prospect, tu lui dis, bon, bah voilà, j'ai mon entreprise et puis j'ai aussi pris un job ou j'ai encore un contrat temps partiel, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça dit mhm, de soi? Bon, comme on l'a dit, mhm, pas grand-chose en dehors de, bah, en fait, tu as une mhm, double casquette, double activité ou tu as pris un job. C'est la vie, c'est comme ça. mhm, Par contre, qu'est-ce qu'on fait sur nos réseaux? Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit pas? mhm, Euh, Moi, au départ, j'étais incapable de le dire. J'étais incapable de le dire parce que j'étais incapable de parler. Non pas parce que je voulais le cacher, c'est parce que j'étais dans une telle souffrance physique et psychique que tout ce que je savais, c'est que je souffrais. Et je n'arrivais pas à dire, juste à dire les choses. J'avais essayé d'enregistrer un épisode de podcast, donc fin d'année dernière, solo. Parce que mon podcast, j'avais tout mis en pause, vraiment, j'avais bouton rouge, on arrête tout, stop, je sauve ma peau, sauf qui peut. Et donc, j'avais essayé d'enregistrer un épisode de podcast. Je n'arrivais pas à parler derrière mon micro sans m'effondrer. C'est-à-dire que soit j'entrais en colère, soit j'entrais en larmes. Et donc, ça faisait un épisode guimauve, plein de souffrance, qui était très difficile pour moi d'enregistrer et donc que j'imaginais très difficile à écouter. Et je me suis dit, mais je peux pas, en fait, je peux pas parler, je peux pas, sous prétexte d'authenticité, de transparence, parler tout de suite. Je parlerai, mais je parlerai quand j'aurais pu vraiment respirer, parce qu'en fait, je respirais pas, je pensais, mais je respirais toujours pas, et quand j'aurais fait un petit pas de côté pour pouvoir en parler. Euh, Même en étant toujours en souffrance, pourquoi pas, mais sans que ce soit aussi à vif, tu vois. mhm, mhm, Et j'ai pu commencer, alors il y avait certaines personnes qui le savaient, donc mes business potes, j'avais plus de clients de toute façon parce que j'avais fermé mes offres. Donc j'avais plus besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Euh, et c'était vraiment que les personnes de confiance et mon entourage proche qui étaient au courant. Que qu'en fait voilà, je voulais fermer ma boîte, donc je voulais vraiment fermer ma société. J'avais annoncé la fermeture, machin, enfin en fait, sauf que quand t'as une société, faire une liquidation même à l'amiable, c'est un coût, c'est un enfer, et en plus j'étais en achat, projet d'achat IMO, donc quand t'es en projet d'achat IMO, tu ne peux pas liquider quoi que ce soit, sinon tu n'achètes pas ce que tu veux. Donc j'étais en plus dans une situation où on me laissait même pas faire ce que je voulais. J'étais vraiment mhm, vraiment assez agacée et assez, j'étais vraiment à vif, et donc j'étais incapable de parler. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas parler. Je pense que ce qui est important, c'est de parler si et seulement si on le peut.
Mmh. et que c'est pas mentir, c'est pas, c'est pas quelque chose d'intentionnel, c'est genre juste, on peut parler que si on peut parler et on ne se force pas à dire ce qu'il se passe sur les réseaux, si on peut pas parler à ce moment-là. Alors il y a des personnes qui le font. Tu peux voir des personnes, se filmer en train de pleurer, partager tout de suite sous le coup de l'émotion, de la colère, machin et cetera. Il y en a qui le font et zéro jugement, vraiment, mais c'est leur fonctionnement à eux et je pense Mmh. qu'il faut pas non plus se laisser, entre guillemets «manipuler» par ça. C'est pas parce que des gens le font qu'on doit le faire, encore une fois et je pense que, hem, si je n'ai pas pris la parole, c'est juste parce que je n'y arrivais pas. C'était pas Mmh. possible pour moi, je n'avais pas les bons mots, je n'avais pas les bonnes émotions et ça aurait été, encore une fois, contre mon gré, dans la souffrance, Mmh. contre-productif et le message aurait peut-être été pas le bon si j'avais sorti cet épisode de podcast comme j'avais essayé de l'enregistrer. Mmh. Hem, Il faut vraiment communiquer seulement si on est aligné avec ça et déjà il faut déjà avoir eu le temps de process soi-même en fait déjà pour soi en tant que personne avant de l'extérioriser et d'aller le partager avec les autres. Donc tu as et laissé puis une grande partie. Oui, bien sûr, je t'en prie, vas-y, je t'écoute. non, 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 je voulais aussi Oui. rajouter que, Mhm. internet se souvient de tout. Les humains Mhm. aussi, mais internet se souvient de tout et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important de garder dans un coin de notre tête et parce que nos business sont en ligne, hein, mais pas que, aussi en tant qu'humain, c'est si je dis ça, si je publie ça, est-ce qu'une fois que j'aurai traversé ce truc, je serai OK de l'avoir partagé à ce moment-là? Moi, c'est vraiment un truc qui me questionne à chaque fois et là, je sais que j'aurais pas été si j'avais mis cet épisode de podcast en ligne, potentiellement, il aurait peut-être resté quelques jours en ligne et j'aurais dit: «Non, en fait, je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible». Non pas par honte, mais parce que c'est pas ce que je veux partager, en tout cas pas à l'instant Mhm. T. Et aujourd'hui, je le Mhm. partage en toute transparence. Quand on vient me chercher pour des missions de coach et de mentor, bah, je le dis parce que en fait, ça fait partie de mon expérience et que j'ai malgré tout level up sur certains sujets, notamment comptabilité, gestion d'entreprise, donc très cool. Mais je le dis parce que ça fait partie du parcours, Mhm. tu vois? J'ai Ouais, pas de honte. ouais, non, c'est important de dire ça en fait. Et finalement, ben aujourd'hui, tu as laissé donc une grande partie de tout ça derrière toi. Où t'en es donc aujourd'hui? Ben, je pense qu'on va terminer notre échange là-dessus. Voilà, où t'en es aujourd'hui par rapport à tout ça et qu'est-ce que 2026 va va t'apporter? Voilà, quels sont tes objectifs maintenant? Alors, j'ai toujours pas réouvert mes offres de podcast parce que j'étais toujours en plein rejet de cet accompagnement-là. Ça a tellement été too much, beaucoup de gens à accompagner, tenir tout ça, devoir beaucoup vendre. Ça a été beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop. Donc, j'ai vraiment fait un total rejet de mon accompagnement podcast et du podcast en tant que tel, puisque j'arrivais même plus à mettre derrière mon micro. Je me suis réconciliée avec mon média, donc mon propre podcast Réveille ton bise cet été. Et donc il y a ma saison qui est en ligne depuis le mois de juillet et donc là, je prends à nouveau du plaisir à partager, à réécouter les interviews que j'avais enregistrées il y a 1 an, à avoir des nouvelles interviews qui arrivent, à donner des consultings podcast. Et vraiment, tu vois, il y a rien qui est vraiment visible encore aujourd'hui. Par contre, j'ai mon réseau, j'ai des personnes qui me connaissent, des personnes qui ont pu m'écouter sur d'autres podcasts aussi. Donc du coup, viens me voir pour mon expertise podcast, même si c'est pas ce que je mets en avant, mais en même temps, je mets rien de spécial en avant actuellement. Il n'empêche que parce que j'ai traversé ce que j'ai traversé, je me suis rendu compte que moi, à ce moment-là, j'étais accompagnée pour mon entreprise et en fait, c'était mon entreprise qui était le véhicule et où l'attention était portée et pas moi, l'humain à l'intérieur. Et donc, ça m'a donné envie d'encore plus monter mes skills, en tout cas, encore plus faire attention à l'entrepreneur à l'intérieur de cette entreprise, même si on vient me voir pour développer une entreprise. En fait, moi, je veux aussi t'aider à te sentir bien, traverser les phases de creux, les questionnements, et faire en sorte que, en fait, c'est toi le noyau central, et c'est pas que tes chiffres et que ton Instagram. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de retourner à l'école et de passer une certification de coach professionnel, euh, parce que pour moi, c'est la suite logique.
Et donc aujourd'hui, je passe du temps à étudier, à pratiquer. Je réfléchis sur mon entreprise aussi. Je suis en train de développer mon offre de coaching. J'ai des bêta tests, mais tu vois, tout ça est fait sans pression, sans deadline. Donc 2026, tout ce que je peux te dire, c'est qu'a priori, je serai certifiée. Et a priori, mon business sera à peu près ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de chill, de tests, d'entrepreneurs que j'accompagne. Parce que parfois, quand de l'extérieur, on montre que tout va bien, c'est encore plus difficile de dire que non, je vais pas bien et que j'ai besoin de changer quelque chose, mais je ne sais pas quoi, et donc de demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment un point important pour moi. Et donc, je pense que ça va être ça. Et tu vois, rien ne m'empêche de continuer de pouvoir accompagner un peu en podcast, de pouvoir vendre mon offre Flash Spotlight pour mettre en place un plan média, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, regarde, je suis dans ton podcast, et donc en ce moment j'ai beaucoup d'interviews podcast. Parce que ça porte et parce notre entreprise n'a pas à être que sur Instagram. Sortir des réseaux sociaux et pouvoir parler dans d'autres médias et créer son propre média, pour moi, ça reste des leviers et c'est hyper puissant aussi pour les humains. Donc voilà, je me fous la paix. Je pense que ce sera beaucoup de chill et ce sera beaucoup d'accompagnement d'entrepreneurs à entreprendre avec plus de joie, de sérénité et d'impact dans leur propre vie personnelle, en fait. Ok, ben une très belle conclusion pour notre échange. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi, Lauriane, pour cet échange et à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!